Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le débat de Télé Congo. Ce soir, nous vous parlerons de priorité santé dans un contexte de célébration de la journée mondiale de la santé le 7 avril dernier sous le thème « Notre planète, notre santé », comme le précise cette déclaration du gouvernement rendue publique par le ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki. L'environnement insalubre peut être à l'origine des problèmes de santé des populations. Voilà ce que nous pouvons retenir de la déclaration du gouvernement qui a été rendue publique par le ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki, à l'occasion de la Journée mondiale de la santé édition 2022 sous le thème « Notre planète, notre santé ». La question de la préservation de l'environnement est une affaire de survie collective et l'assainissement de nos villes et villages concerne tous les habitants. Elle exige une conscience citoyenne. Les pneus et les carcasses des véhicules, ainsi que d'autres récipients qui jancent nos artères, doivent être détournés. Les caniveaux d'évacuation des eaux qui s'engorgent en matière plastique et d'autres déchets sous nos yeux doivent disparaître parce qu'ils favorisent le développement et la prolifération des vecteurs du paludisme, du chikungunya, de la fièvre jaune et bien d'autres. Le thème de cette année vient conforter le gouvernement congolais qui a institué chaque premier samedi du mois l'opération Habitation, villes et villages propres. Cette actualité nous amène à révisiter le système de santé à travers la carte sanitaire de la République du Congo, élaborée par Antoine Mbenza Mokia, rendue par Héritier Banabili. Au moment où Monsieur le Président de la République a bien voulu me confier les charges du secteur de la santé, il a pris soin de me rappeler sa ferme détermination d'offrir des soins de santé de qualité à toute personne résidant en République du Congo, quel que soit son lieu d'habitation, son rang social ou son niveau d'instruction. Voilà des propos qui, adossés à la marche vers le développement, plus loin ensemble, le contrat social sur la base duquel le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a été plébiscité par le souverain primaire, rassure ce dernier qui appelle de tous ses voeux à vivre en bonne santé, quel que soit son âge. Mais peut-on y parvenir sans des infrastructures de qualité ? Telle est la grande interrogation qui trouve l'une de ses réponses dans le programme de maillage des départements en hôpitaux de qualité, dont les fleurons restent les hôpitaux généraux de Djiré à Brazzaville et Ngoyo à Pointe-Noire, construits et mis en service dans le cadre du projet Santé pour tous. Selon toute vraisemblance, en survolant le pays, on découvre que le Congo, subdivisé en 52 districts sanitaires, compte 597 établissements sanitaires qui représentent le premier niveau de contact de la population avec les formations sanitaires, dont 232 postes de santé, 334 centres de santé intégrés et 31 hôpitaux de base qui constituent le deuxième niveau de contact de la population avec le système de soins, puis le troisième niveau qui compte désormais 10 hôpitaux généraux fonctionnels, dont 4 à Brazzaville. Le centre hospitalier et universitaire de Brazzaville, l'hôpital spécialisé mère-enfant Blanche Gomez, l'hôpital central des armées Pierre Moubengo et l'hôpital général de Djiri, 3 hôpitaux généraux à Pointe-Noire, à savoir Luandili, Adolphe Cissé et Ngoyo, un dans le département du Niari, l'hôpital général de Dolizy, 2 dans la Cuvette, l'hôpital général 31 J de Rando et l'hôpital général Edith Lucie Bongo Nzimba de Yo. Avec un tel dispositif sanitaire, n'eurent été les effets néfastes de la double crise économique et sanitaire qui ont considérablement ralenti notre longue marche vers l'atteinte des objectifs du millénaire et du développement durable, le Congo aurait réalisé un très bon score en matière de l'offre de soins et services de santé. Pour preuve, selon les comptes de la santé de la période 2012-2015, la dépense courante du gouvernement par habitant était passée de 16 380 francs CFA, soit 30 dollars américains, à 39 736 francs CFA, soit 72 dollars américains, alors que la norme de la dépense totale par habitant recommandée aux États par la Commission de macroéconomie et de santé pour l'atteinte des ODD était fixée à 46 dollars américains. De même,
Pendant la dernière décennie, l'espérance de vie chez les adultes âgés entre 15 et 49 ans a considérablement évolué, passant de 62,5 ans en 2012 à 67 ans à la fin de l'année 2021. Sur la même veine, la mortalité infanto-juvénile a aussi baissé, passant de 117 à 52 décès pour 1000 naissances vivantes. En somme, un vaisseau d'indicateurs de santé encourageant, même si le Congo n'a atteint ni la cible retenue dans sa feuille de route nationale, ni celle de l'ODD 5. Quant aux ressources humaines, le Congo compte environ 5 715 personnels soignants, dont 544 médecins, 921 sages-femmes et 4 250 infirmiers, dont la moyenne de 1,1 médecin pour 9 074 habitants, 1,9 sages-femmes pour 5 600 femmes en âge de procréer et 8,6 infirmiers pour 1161 habitants. En nous référant à la norme de l'OMS qui demande aux États de disposer d'un médecin pour 10 000 habitants, d'un infirmier pour 10 000 habitants et d'une sage-femme pour 5 000 femmes en âge de procréer, nous arrivons à l'observation selon laquelle le Congo n'aurait théoriquement pas de problème en ce qui concerne les infirmiers et les médecins. Mais la seule difficulté qui apparaît réside plutôt dans leur inégale répartition sur le territoire national. À ce niveau, les observateurs espèrent que le ratio quantité-effectif de la population pourra s'améliorer d'ici là, car le pays compte non seulement sur la fécondité de la faculté des sciences de la santé et des écoles paramédicales et médico-sociales qui forment les médecins, les techniciens de laboratoire et les techniciens de santé publique, les infirmières et sages-femmes, mais aussi sur le retour des étudiants qui ont bénéficié des bourses de formation à Cuba, en Chine ou ailleurs, et sur le retour attendu des compétences qui sont à l'extérieur. Quant au profil épidémiologique du pays, les statistiques récentes révèlent que le paludisme reste la première cause des consultations et des décès, suivi des maladies cardiovasculaires, le diabète, le cancer et les maladies infectieuses et diarrhéiques. Pour démontrer qu'au Congo, sur le plan sanitaire, tout n'est pas encore sur les rails, les observateurs affirment que, pour un pays vaste de 342 000 km², peuplé de plus de 4 millions d'habitants, découpé en 52 districts sanitaires, le ratio de l'offre de soins et services de santé dégage un gap de 22 hôpitaux de base pour 22 districts sanitaires non pourvus. Par ailleurs, au sujet des hôpitaux de district qui constituent le deuxième niveau de soins, le pays en compte 31, alors que les besoins en hôpitaux de district pour couvrir les 52 districts sanitaires est plus important. Même si le pays regorge de nombreux centres de santé privés, certains homologués, d'autres non. Par-delà tout, si l'un des objectifs de la politique sanitaire nationale est de doter le Congo d'un système de santé performant, résilient et à même de garantir aux populations un état de santé optimal pour qu'elles participent au développement du pays, force est de reconnaître que même si le but n'est pas encore atteint, puisque le progrès est cumulatif, des progrès non négligeables ont été réalisés et continuent de l'être. Puisque c'est le Congo qui gagnera en dernier essor, la population est mise à l'index car le taux de fréquentation des services de santé est très faible et disparate d'un département à un autre. 30% dans la Lekoumou, la Cuvette, le Poul et la Likwala, 20% dans les plateaux, 19% dans le Kouilou, à peine 17% dans la Sanga et les autres départements dans les profondeurs du classement. En moyenne, le Congolais utilise les services de santé une fois tous les 4 ans. Voilà pour ce qui est de ce bilan exhaustif, on va dire, du département de la santé, voilà le département que vous animez. Priorité santé dans un contexte de célébration de la Journée mondiale de la santé. Nous en parlerons avec nos invités. À ma droite, le professeur Henri Germain Monabika. Il est directeur général des soins et services de santé, endocrinologue, diabétologue. Il est enseignant-chercheur à l'université Mariangouabi. Bonsoir, professeur Monabika. Bonsoir, madame Itoa. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. À ma gauche, nous serons avec M. Eric Malonga Malonga. Il est président national de l'Association congolaise des consommateurs. Il est expert en gestion des ressources humaines. Bonsoir, M. Malonga Malonga. Bonsoir, madame Itoa. Ravi de vous revoir au débat. La santé publique est l'étude, d'une part, des déterminants physiques, psychosociaux et socioculturels de la santé de la population, et d'autre part, des actions en vue d'améliorer la santé de la population.
Elle peut être définie comme une activité organisée de la société visant à améliorer, à promouvoir, à protéger et à rétablir la santé des personnes, des groupes ou de la population entière. Disons, un véritable enjeu de développement, priorité des priorités. Professeur Monabika. Oui, merci Madame, Madame Itoa, pour l'occasion que vous nous offrez pour parler de notre système de santé. Ce système de santé fonctionne non seulement au plan local, mais nous fonctionnons également avec des partenaires et au niveau avec des normes pas que nous impose, mais en consensus avec principalement l'Organisation mondiale de la santé. Nous définissons donc des priorités pour le fonctionnement de notre système de santé. Et c'est à cette occasion, je crois, que nous sommes ici pour cette année pour parler de la Journée mondiale de la santé. Alors, avant d'y revenir, nous donnons la parole à M. Malonga Malonga pour placer un mot en ce qui concerne ce postulat, la santé, un véritable enjeu de développement. Oui, effectivement, on le dit toujours que la santé n'a pas de prix, mais actuellement, dans notre République, le Congo, il faudrait que le gouvernement fasse encore suffisamment d'efforts pour qu'il y ait les soins de santé de qualité. Mais nous avons suivi tout à l'heure la carte sanitaire, en tout cas qui a été élaborée par notre journaliste Antoine Ombenza Moukiam. Il y a beaucoup d'efforts déjà non négligeables qui ont été consentis. Oui, effectivement, nous vivons d'abord dans un environnement qui n'est pas totalement sain, avec la pollution. Vous voyez, il y a même, si je peux m'exprimer, il y a même la loi anti-tabac, l'augmentation du taux de consommation du tabac en République du Congo. Mais le ministère de la Santé ne fait quoi? Parce que cette augmentation est due aux importations abusives en contradiction avec la loi anti-tabac. Parce qu'aujourd'hui, quand le taux de consommation augmente parce que la cigarette coûte moins cher. Quand la cigarette coûte cher, le taux de consommation baisse. Mais aujourd'hui, avec les importations abusives du tabac, alors notre jeunesse, même les enfants de 10 ans continuent à fumer. Donc il faudrait que le ministère de la Santé fasse un effort d'arrêter les importations du tabac. Parce que quand le tabac coûte moins cher, le taux de consommation augmente. Aujourd'hui, c'est un grand problème de santé publique. La jeunesse congolaise est exposée à beaucoup de maladies. D'abord, au service de carcinologie, vous avez vu, pour acheter seulement les appareils de la radiothérapie, pour un État, aujourd'hui, ça fait beaucoup d'années. Ceux qui sont au service de carcinologie. Donc tout ça, là, ce sont des points qu'il faut que le ministère de la Santé regarde pour mettre fin au taux de consommation du tabac qui augmente. Voilà. Je vous ai dit que nous réalisons cette émission dans un contexte de célébration de la Journée mondiale de la santé. Et donc, je me retourne du côté du professeur Monabika. Pourquoi spécifiquement une Journée mondiale de la santé, dès lors qu'on sait que d'autres journées se célèbrent aussi toujours au ministère de la Santé, soit pour lutter contre telle ou telle autre maladie. Alors, quelle est la particularité justement de cette Journée mondiale de la santé? Merci, madame. Mais vous savez, la santé regorge beaucoup de problèmes. Quand on dit la santé, la définition, elle est un peu simple. C'est une définition qui n'a pas changé depuis que ça a été donné en 1948. C'est un état de bien-être physique, mental et même social. Ce n'est pas seulement l'absence d'handicap, l'absence de maladie. Okay? Donc, si on part de ce principe, on doit donc se dire que nous devons vivre dans un milieu sain et être soi-même sain. Donc, l'Organisation mondiale de la santé a choisi le 7 avril tout simplement parce que le 7 avril, c'est la date où a été créée l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Mais en dehors de cette journée que je peux appeler de journée mère, il y a beaucoup de journées qui sont célébrées. Il y a la journée du diabète, il y a la journée de l'hypertension, contre le paludisme. Ce sont des journées qui nous permettent de sensibiliser la population, de sensibiliser tout le monde sur l'existence. Si c'est le diabète, du diabète, les problèmes que ça pose, parce qu'on ne peut pas parler en un seul jour. Okay? Et aujourd'hui, nous parlons de la journée mondiale de la santé pour prendre un thème globalisant qui intéresse presque
l'ensemble des problèmes qui se posent au niveau de la santé. C'est pour ça qu'on parle de notre planète, notre santé aujourd'hui. À l'instar des autres journées, quand c'est le diabète, on va dire, même si on dit journée mondiale du diabète, on prendra un thème. Si on dit journée mondiale de la tuberculose, on prendra un thème. Tout ceci pour améliorer notre système sanitaire au niveau planétaire. Revenons donc à cette journée mondiale de la santé qui est célébrée sous le thème, le ministre l'a évoqué, notre planète, notre santé. Alors, quelles sont les motivations qui ont concouru au choix de ce thème ? Les motivations sont nombreuses, on ne pourra pas toutes les épingler. Vous avez vu les images que nous a montrées dans le documentaire du ministre de la Santé, cette insalubrité que l'on voit dans notre ville. Mais tout cela va concourir à créer des maladies autour de nous. Il y a la pollution atmosphérique, les voitures que nous utilisons tous les jours, qui sont des vieilles voitures pour la plupart, dégagent des épaves des gaz abandonnés, qui impactent sur notre santé, même si nous ne le ressentons pas tout de suite. Mais de manière globale, quand on regarde l'augmentation des cas des maladies diarrhéiques, c'est l'eau. Quand on regarde l'augmentation des maladies pulmonaires, c'est les gaz, l'atmosphère. Quand on est dans nos quartiers où il y a les érosions, que tout s'écroule, donc si les maisons s'écroulent, ça crée un stress. Toute la famille perd une maison, ça entraîne un stress et ce stress a un impact sur la santé. Vous voyez, donc il y a beaucoup de phénomènes comme ça. Il y a des moustiques, par exemple, aussi. Ben oui, tous ces pneus qui sont dans notre environnement. Tous ces herbes qui poussent, qui ne sont pas désherbées, ces étangs, ces petits marigots qui ne coulent pas et qui font le gîte donc des larves de moustiques. Et ce qui explique d'ailleurs qu'il y a une recrudescence, non seulement du paludisme, mais également des autres maladies qui entraînent les moustiques. On a eu des cas de fièvre jaune, on a eu des cas de chikungunya, etc. Ce sont des maladies qui sont liées également à l'environnement. Donc si nous assainissons l'environnement, nous sommes sûrs de pouvoir réduire le taux de morbidité dans notre pays. C'est très important. Monsieur Eric, oui, effectivement, je l'ai suivi parce que ici, assainir l'environnement, de changement des mentalités. Voilà, il faudrait que les ça Congolais nécessite également apprennent à vivre dans une un implication de tous. En tout cas, oui, effectivement. Mais souvent, les consommateurs aiment indexer les autorités, alors que le problème de l'environnement doit engager tout le monde. En fait, c'est un combat individuel avant tout, et ensuite un combat collectif. Oui, effectivement, mais l'État... Est-ce que vous avez l'impression que c'est le cas dans notre pays? L'État a une part de responsabilité. Toujours l'État qui a une part de responsabilité, le consommateur et non le consommateur. Doit être éduqué. Parce qu'aujourd'hui, les vidanges des toilettes à la sauvette qu'on voit là, ce n'est pas l'État qui leur demande de vider les toilettes. Quand l'environnement n'est pas sain, devant toi, tu n'arrives même pas à désherber, alors que le Premier ministre, le défunt Premier personnel, avait déjà institué une note pour que les gens, chaque premier samedi du mois, d'assainir son environnement. Oui, mais ici, c'est un problème d'éducation. Continue jusqu'à aujourd'hui. Oui, c'est un problème d'éducation. Donc, nous avons la charge d'éduquer à tout moment les consommateurs qu'il faut vivre dans un environnement sain devant chez toi. Quand tu arrives même devant ta porte, il y a les herbes. Donc, ça veut dire que toi-même, tu veux que ton environnement soit sale. Parce que parmi les 8 droits des consommateurs, là-bas, c'est bien signifié que le consommateur a droit à un environnement sain. Ici, tout le monde est consommateur. Cette journée nous implique totalement. Donc, il faudrait qu'on organise des campagnes de sensibilisation de temps en temps pour éduquer le consommateur. Parce que le consommateur n'a pas trop compris la grande majorité. Il vit dans un environnement malsain. Comme vous avez remarqué. Vous êtes le président national de l'Association congolaise des consommateurs. Est-ce que vous avez ce programme dans votre agenda de travail? Ben oui, nous avons ce programme parce que nous sommes en pleine mission d'observation jusqu'en juin. Déjà, j'irai lancer l'opération à Pointe-Noire. Il faut que je fasse un lancement et également à Dolisie. Dans le même contexte, nous sommes en mission d'observation dans les boulangeries, chambres, foires, pour essayer un peu de regarder comment est-ce qu'on fabrique ce que nous consommons. Est-ce que c'est fabriqué en respectant les règles de l'art ou c'est fabriqué dans quel environnement? Parce que quand nous avons regardé l'émission d'observation dans les boulangeries à Pointe-Noire sur peut-être 22, je n'ai trouvé que peut-être 2. J'ai même filmé les mouches, j'ai trouvé les mouches sur la pâte qui devrait rentrer. J'avais envoyé l'image au professeur qui gère également l'inspection générale de la santé.
Je dis, mais il faut veiller à tout ça. J'ai même les images jusqu'à aujourd'hui. Parce que j'avais filmé, je suis allé là-bas, j'ai pris les images. Donc tout mais ça justement, là, ces mouches, c'est le fait que l'environnement n'est pas salubre. Tout à fait. Et donc il faut des actions quand nous avons posé la question concrètes en direction des populations. Du boulanger, il dit, non, c'est un Ouest africain, il dit, non, mais il y a toujours mouche, il y a toujours mouche. Alors, donc, ça... Voilà. donc il faudrait que les services de santé fassent encore suffisamment d'efforts pour éduquer cette tâche ne relève qu'au service de santé. Oui, nous également. Nous également. C'est ce que je note. Hein. Mais parce que déjà dans les boulangeries, nous on ne fait pas la répression. Nous on ne fait que des observations. Quand on fait des observations, on demande au pouvoir public de mettre de l'ordre. Si nous constatons que là-bas l'environnement est malsain, on demande au pouvoir public que là-bas il faut aller mettre de l'ordre. Parce que j'avais fait des missions d'observation à Pointe-Noire. Dans toutes les boulangeries où je passais, je voyais RAS, rien n'a signalé, aucune indication. Donc ça veut dire que de ce côté-là, il faut aussi essayer un peu d'éduquer ceux qui sont au service d'hygiène pour être plus compétitifs. Professeur Monabeka, vous avez suivi M. Malonga Malonga. Les services de santé, c'est ce que je semble comprendre, devraient éduquer. Est-ce que les Congolais sont concernés par ce thème? Déjà oui, parce que les problèmes environnementaux aujourd'hui concernent le monde entier. Nous voyons des grands rendez-vous qui se tiennent ici et là en ce qui concerne la préservation de l'environnement. Alors, que peuvent-ils faire ces Congolais donc pour contribuer à la préservation de leur environnement? Merci Madame Itoa. Vous savez, quand on parle des problèmes d'environnement, il y a la responsabilité individuelle, certes, mais il y a aussi des responsabilités collectives. Prenons notre ville, Brazzaville. Est-ce que vous savez que Brazzaville n'a que seul poumon la réserve de la Patte d'Oie et à l'Ostom? En dehors de ces deux systèmes un peu forestiers qu'on conserve, par ailleurs, il n'y a rien. Vous allez de Poto-Poto jusqu'à Talangaï, il n'y a que des arbres isolés, etc. Or, ces forêts qui doivent être implantées au milieu des villes participent à l'amélioration de l'air qui circule dans la ville. Vous voyez, donc déjà là, la mairie est interpellée. Vous voyez, donc on interpelle le maire en disant, mais comment on peut vivre sur une grande surface sans des arbres? Ce n'est pas possible. Donc, si vous allez dans d'autres villes, vous verrez, il y a des forêts qui sont implantées, même si elles sont secondaires. Ça permet non seulement pour faire le jogging, pour marcher, etc., mais ça permet également de purifier l'air de la ville. Donc, il y a une responsabilité qui se trouve à ce niveau. Moi, j'ai vu quelque part dans notre ville où on écrit des zones en défense. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des actions qui se font au niveau du gouvernement pour dire préservons cette place pour ne pas construire, etc. Malheureusement, et là, on revient sur la responsabilité individuelle où les gens, malgré cela, malgré que l'État interdit de construire sur les pentes, viennent construire sur ces pentes et avec les pluies, les érosions se font et ça crée des problèmes. Vous voyez, donc il y a une responsabilité individuelle, mais il y a une responsabilité collective. C'est pour cela d'ailleurs qu'on célèbre ces journées. Ça nous permet donc de sensibiliser la population parce qu'on ne pourra pas tous les jours parler des érosions, Il y a beaucoup de problèmes qui se posent au niveau de la cité. Et donc, c'est l'occasion. Ce n'est pas en un jour qu'on peut bien sûr. Ce n'est qu'une journée de sensibilisation et que par la suite, les relais doivent se faire dans la communication pour que les gens puissent prendre conscience de ce que l'atmosphère chez nous commence à poser problème. Il y a aussi le réchauffement climatique. Bon, là, qui a un impact sur la santé. Là, vous et moi, on n'est pas trop responsables. Hein. Vous savez, il y a des grands pollueurs dans le monde. L'Afrique n'est pas très pollueur, mais nous subissons l'impact de cette pollution qui existe au niveau du monde. Alors que nous avons, nous, de quoi préserver l'atmosphère avec les tourbières, etc. Mais si nous ne faisons pas gaffe, nous avons des forêts. Mais les gens qui vivent autour de ces tourbières, autour de ces forêts, ont envie aussi de vivre comme nous à la ville. Hein. Donc bientôt, on va commencer à couper tous ces arbres. D'ailleurs, on le fait déjà. Pour subsister, et donc, ça va créer des problèmes dans l'avenir. Surtout que l'Amazonie a déjà été ce que nous disons aujourd'hui entamé. n'a pas seulement un impact aujourd'hui. Il faudra aussi voir l'avenir dans 20 ans. Que seront nos forêts dans 20 ans, dans 30 ans?
Donc si on ne prend pas garde aujourd'hui, nous allons perdre ces tourbières, nous allons perdre nos forêts primaires et nous allons contribuer, nous également, au réchauffement climatique et donc à la destruction de l'environnement. Est-ce que déjà, puisqu'on parle de ces questions, et puisqu'on est en période de Covid, est-ce que la Covid n'est pas justement la résultante de tous ces dérèglements? Je ne sais pas. Je sais que la pandémie de la Covid peut-être a eu comme c'est-à-dire comme facteur favorisant peut-être le réchauffement climatique, j'en sais rien. Mais la Covid nous a permis de regarder qu'il y avait des gros problèmes, nos faiblesses au niveau du système de santé, même au niveau économique, je crois, hein, puisqu'il y a eu des arrangements qui ont été faits. Grâce à la Covid, nous avons pu donc mettre en exergue nos faiblesses et je crois qu'un peu partout dans le monde, on a apporté des améliorations. Et même au Congo, nous avons apporté certaines améliorations dans notre système de santé et que nous allons poursuivre. Ce sont des efforts que nous allons poursuivre. On a mis des mécanismes tels que, aujourd'hui, la pandémie a presque disparu malgré quelques résurgences en Chine. Mais ces mécanismes touchent également l'environnement. Le fait qu'on ait dit, bon, on est confiné. Donc, quand on est confiné, donc, on ne sortait plus. Si vous ne sortez plus, ça veut dire que les voitures sont dans les maisons. Ça veut dire qu'on ne se touche plus. Donc, ça permet d'améliorer l'air ambiant. Okay? Pendant la période de confinement, des villes qui étaient très, très polluées ont vu l'air ambiant de leur ville s'améliorer. C'est pour dire que oui, la Covid a permis de découvrir effectivement la place de l'air, de l'atmosphère dans nos villes. Maintenant on va peut-être revenir à une certaine mesure, on a peur qu'avec le réchauffement, si on continue à reprendre des mauvaises habitudes, peut-être que ce ne sera peut-être pas la Covid, mais d'autres pathologies peuvent surgir. On n'en sait rien. Oui, effectivement. Il y a même un problème, j'allais souligner le problème de la pollution plastique dans notre pays. Les caniveaux partout, hein, l'environnement, cette pollution-là, parce que si on avait choisi ça comme thème, hein, où il y a eu la journée des droits des consommateurs, la pollution rapide, en fait, ça, c'est rien que pour l'Afrique. Parce que nous avons beaucoup de sociétés qui utilisent le plastique ici. Or, l'État devrait instituer une taxe sur la pollution plastique pour que nos villes deviennent propres. Parce qu'aujourd'hui, le plastique a vraiment détruit l'environnement. Partout où vous passez, il y a le plastique, dans les caniveaux, les Madoukou, donc toutes les 2 grandes villes du pays, la pollution plastique. Donc, il faudrait que cet aspect-là soit vraiment vu. Comment est-ce qu'il faut faire pour rendre nos villes saines? Parce qu'aujourd'hui, le plastique est en train de polluer. Donc voilà pourquoi vous vous en prenez aux importations, aux sociétés. Non, aux sociétés qui utilisent le plastique. Oui, mais normalement, aussi, il faudrait l'État doit instituer une taxe sur la pollution plastique. Oui. Et cette taxe-là sera déversée dans les municipalités pour rendre aussi les villes très, très propres. Mais nous pouvons avant tout commencer à faire un premier pas, nous les utilisateurs, donc nous les citoyens, en dissociant par exemple des sacs poubelles, c'est-à-dire que les matériaux qui peuvent être mis dans tel ou tel autre... parce qu'il faut les recycler. Mais voilà, parce que de ce côté-là, il y a quand même de l'anarchie. Vous voyez quelqu'un dans le bus et qui finit de prendre soit une bouteille d'eau ou de jus, mais qui jette à partir de la fenêtre. Oui, ça c'est un problème du changement de mentalité. Donc, voilà. Il faut que mais tout ça participe à la pollution, justement. Tout à fait. Tout ça participe à la pollution. Donc des comportements doivent changer, des habitudes. Oui. Nos caniveaux ne sont pas des poubelles aussi. On aime évacuer tout à partir des caniveaux. Mais oui, certains le font quand il pleut. Et ils sont conscients qu'en faisant comme ça, tu détruis l'autre. Donc quand il pleut, les vidanges des toilettes à la sauvette, je l'ai déjà signifié. Donc tout ça là, ça contribue à la destruction de l'environnement. De l'environnement. Donc nous, on doit vivre dans un environnement sain. Mais en commençant par changer les mentalités des utilisateurs, et que les pouvoirs publics également s'impliquent par rapport à ce que j'ai dit sur la pollution plastique. Et la société civile doit s'impliquer aussi. Doit s'impliquer aussi, parce que c'est un problème de tous, c'est un problème commun. Donc chacun doit mettre la main dans la pâte pour y remédier. Voilà. Mais puisque nous parlons de la santé, nous avons d'autres questions aussi concernant le ministère de la Santé. Il nous revient depuis un certain temps que les Congolais, pour leur santé, doivent sortir du pays
afin d'aller faire l'examen d'IRM, c'est-à-dire d'imagerie par résonance magnétique, un appareil qui serait plus puissant que le scanner. Alors, qu'en dites-vous, monsieur le directeur général de la santé? Merci Madame Itoa. Bon, ce n'est pas un problème d'IRM. D'IRM, c'est une radio qui permet simplement de faire le diagnostic. Oui, je crois que d'une manière globale à propos des évacuations sanitaires, nous pouvons dire que bon, nous ne sommes pas les seuls pays à faire des évacuations sanitaires. Tous les pays africains le font et même en Europe, certains quittent l'Europe pour aller aux États-Unis pour se faire soigner. Vous voyez, donc on va toujours vers là où on croit que c'est un peu mieux, un peu comme dans nos villages, quand on entend qu'il y a un charlatan là-bas qui soit animé, quand on a un problème, on aime toujours aller vers les autres. Mais ce que l'on oublie souvent, c'est que dans notre système sanitaire, il y a des choses qui se font. Il y a des interventions qui se font. Je m'occupe de ces dossiers. Je vois des gens qui demandent une évacuation sanitaire pour aller opérer la prostate. Je dis, mais la prostate, ça se perd au Congo. Est-ce qu'on est obligé de partir en France pour se faire opérer d'un adénome de la prostate? Ok? C'est vrai, il y a des cas qui nécessitent aujourd'hui une évacuation sanitaire, par exemple les tumeurs cérébrales opérables. Cela, c'est pour ça qu'on parlait d'IRM, parce que pour faire un bon diagnostic au niveau cérébral, c'est l'IRM qu'on fait. L'évacuation n'est pas faite pour l'IRM. L'évacuation est faite pour la tumeur, pour bien localiser, pour l'intervention. Donc, aujourd'hui, vous savez, ces appareils-là ont un coût. On a déjà acheté l'IRM au Congo, puisque au CHU, ça existe. On a déjà acheté le scanner. Il y a beaucoup de matériel d'exploration qui existe, mais il se pose le plus souvent un problème de maintenance préventive, maintenance curative. Si vous avez un appareil IRM qui vous coûte 500 millions, 600 millions, il faut faire le recouvrement des coûts. Mais vous avez parlé, j'ai vu dans le documentaire, on a parlé des ménages, le coût. Le coût des ménages aujourd'hui sont de l'ordre de 60 à 80%, c'est-à-dire si vous avez votre salaire de 100 000 francs, vous allez dépenser pour la santé, pour votre famille, environ plus de 50 000 francs. C'est énorme, mais parce qu'on n'a pas de couverture médicale. OK? Donc si la personne doit aller faire son scanner, il n'arrivera pas. Par contre, s'il y avait un système de couverture médicale et que l'on demande un scanner ou une IRM, la personne paiera le prix. Si c'est 130 000, il paiera. Okay? Mais s'il n'a pas de moyens, il a 100 000 francs dans sa poche, l'IRM doit coûter 130 000, il ne le fera pas. Ce qui explique un peu la mortalité élevée chez nous. C'est pour cette raison que certains, moyennant, pas moyennant, mais au vu de ces insuffisances dans notre institution, demandent une évacuation sanitaire et l'État a le devoir de soigner ces personnes. Est-ce que ce problème d'évacuation ne se justifie pas au fait qu'il y a une certaine méfiance aussi des populations par rapport à nos services? Parce que, vous savez, l'offre de santé dépend de la bonne qualité, du plateau technique. Malheureusement, les Congolais parleraient d'un plateau technique non fiable. Oui, je crois que c'est à nous de vanter notre plateau. Aujourd'hui, on a construit de nouveaux hôpitaux généraux. Je crois que la volonté du gouvernement, c'est ça, c'est mettre des plateaux techniques performants pour pouvoir réduire ces évacuations sanitaires. Mais effectivement, le problème, c'est la maintenance. Vous étiez en train de dire. Il y a un problème de maintenance du matériel. Vous voyez. De formation, finalement. Il y a aussi la formation. Il faut un personnel vraiment formé. On forme beaucoup les médecins, les infirmiers. Mais le côté maintenance, on n'y pense pas trop. Parce que si vous achetez un scanner, il faut quelqu'un qui doit connaître ce scanner, savoir faire la maintenance de ce scanner, réparer ce scanner, pour que l'appareil tourne comme il se doit. Autrement, quand on a une panne, il faut faire venir un technicien de l'Europe. Quand il vient, ça coûte affreusement cher. Mais je crois que ces problèmes sont en train d'être résolus. Et je disais qu'en réalité, bon, nous faisons beaucoup de bruit sur les évacuations sanitaires, mais on n'en évacue pas des milliers par mois. Non, pas du tout. C'est vrai que quand ça touche une autorité, ça fait du bruit.
mais en réalité, il n'y a pas vraiment une affluence dans les évacuations sanitaires et nous nous attelons à ce que ceux qui doivent être évacués le soient quand il le faut, parce qu'après tout, tout le monde a droit à la santé. On ne va pas laisser quelqu'un qui a par exemple une tumeur cérébrale mourir alors qu'on peut l'évacuer. Il faut le faire, c'est aussi notre devoir. Monsieur Malunga Malunga. Oui, il y a également aussi un problème d'accueil dans les hôpitaux. Quand les malades arrivent, quand ils sont bien accueillis, déjà psychologiquement, le malade n'a plus confiance. C'est un problème de santé. Il y a un problème de santé. Donc il y a les problèmes d'accueil qui se posent dans les hôpitaux également. Et il y a les problèmes aussi d'inattention. Parce qu'une fois, on va avec une entorse. On arrive chez le médecin à l'estade. Celui qui touche le genou gauche, il écrit genou droit. J'arrive au service de radiologie. Oh, mais c'était genou gauche, pourquoi il écrit droit? Pourtant, il l'a touché. Ça veut dire que c'est un problème d'inattention. Vous voyez, donc il n'est pas dans sa peau, le médecin qui reçoit le malade. Donc, heureusement que moi, j'étais regardant. Ça, c'est des cas particuliers. Et pourtant, je vous assure, ils sont nombreux, ceux qui sortent de nos hôpitaux contents. Ils sont nombreux. Mais ceux-là ne parlent pas. Hein? Ils sont nombreux. Exactement. Hein? Ils sont très, très, très nombreux, mais qui ne parlent pas. Mais ce sont ceux qui sont mécontents qui parlent et qui font que ça fait beaucoup de bruit. Mais je vous assure, par ma propre expérience, j'ai vu beaucoup de gens revenir vers nous pour nous remercier des services rendus, contrairement à ce qu'ils entendaient dans la cité. Mais oui, ça ne manque toujours pas. Il y a toujours des gens qui sont satisfaits. Voilà, à la fin. donc nos services offrent des services. Il y a des insatisfaits, des satisfaits. Oui, bon, ça c'est humain. Vous donnez l'impression d'être toujours insatisfait. Justement, c'est humain. Vous Ça, ce sont qui des êtes, exemples que je du prends. côté de, Oui. voilà, de l'association des Mais consommateurs. prenez de bons exemples. que je Monsieur prends le Président, prenez de bons exemples aussi. Oui, il y en a. Il y en a. Dans les hôpitaux, il y a des bons exemples. Il y en a les bons exemples. Et puis, moi, je pense qu'il manque à nos citoyens une notion de responsabilité. Oui, la notion Parce de que souvent, responsabilité. nous aimons, parce que je vous suis depuis le début, non, au service de santé de faire ceci, au pouvoir public de faire ceci, mais les populations ont une grande part de responsabilité aussi. Oui, il y a aussi la multiplication des cabinets médicaux. Alors, il y a même une commission d'agrément des formations sanitaires privées. Surtout ceux qui quittent Kinshasa, ils s'installent dans le désordre. Mais il faudrait qu'on suive tout ça. Ça, c'est un point de santé publique. C'est comme une image à Pointe-Noire, un chirurgien qui arrive, qui n'a pas l'autorisation de faire les opérations. J'ai vu, on m'a envoyé l'image, j'ai été obligé d'envoyer à l'inspection. Oui, encore une fois, des images négatives. Donc, quelqu'un qui n'a même pas eu l'autorisation de faire les opérations chez lui, Non, le fait qu'il ait appris à Kinshasa, il arrive. Bon, parfois, ce sont aussi des diplômes qui ne sont pas également... Ouais, bon, ces problèmes, il faut dire que tous ces problèmes ne sont pas ignorés au niveau du système de la santé. Notre système de santé est pyramidal. Il est fait de sorte que, à la base, vous l'avez dit dans le documentaire, hein, vous avez les CSI. C'est vrai que ces CSI n'ont pas encore atteint leur bon niveau de fonctionnalité, mais nous avons aujourd'hui l'arrivée des jeunes médecins qui viennent de Cuba et d'ailleurs, et qui vont certainement et rapidement occuper ces CSI. Nous voulons que ces CSI soient médicalisés pour que la population commence à venir, au lieu d'aller directement au CHU pour un petit bobo. Donc tout peut commencer au niveau primaire. Et c'est au niveau primaire, au niveau des CSI que tout va se faire, même au niveau des cabinets, qu'ils soient des cabinets médicaux privés. Il faudrait aussi intégrer le système privé dans le système de soins de santé. On ne va pas les exclure. Okay? Pour qu'il y ait ensuite référence au niveau des hôpitaux. Mais dans les normes. Parce qu'il y a eu un moment, quand les gens tombaient malades pendant la Covid, mais ils préfèrent aller dans un cabinet médical privé que d'aller au CHU. Mais non, mais pourquoi aller au CHU directement? Vous vous êtes contradictoire. Tout à l'heure, vous avez fait état de ce qu'il y a trop de cabinets et qui ne sont pas... tous homologués, voilà, tous reconnus par l'État. C'est l'exemple que je prends. Mais vous, tout à l'heure, vous nous dites encore que les gens préfèrent les cabinets. Non, ça c'était pendant la Covid. Pendant la Covid. Donc un discrédit toujours sur l'hôpital. Les gens avaient peur sur le CHU. Voilà, il faudrait que les gens apprennent à ne pas aller directement au CHU. Le CHU, c'est un centre de référence de 3e niveau. Là-bas, c'est un autre niveau. Il faut que les gens apprennent à aller dans la promiscuité, le centre de santé le plus proche de sa localité. Parce que... Et quel est le centre de santé le plus proche, justement? C'est les CSI qui existent dans toutes nos localités. Des centres de santé intégrés. Il y en a au moins 300 dans la République avec les centres privés, les postes de santé. On compte au moins 500.
Mais c'est vrai que nous devons faire un effort de les animer correctement pour que les gens puissent les fréquenter. Et ensuite aller dans un deuxième temps dans les hôpitaux de base. Okay? Parce que tout le monde veut aller directement au CHU, ce qui fait que le CHU est engorgé, dépassé. Par ceux qui y sont, et si bien que les urgences ça diminue un peu l'offre de soins. Voilà. Mais oui, mais quelquefois, ce n'est pas des urgences dites urgence aussi, il faut le reconnaître. Mais vous savez, la notion d'urgence est une notion que connaît le médecin. Ce n'est pas la personne, le malade qui connaît l'urgence. Si j'ai 2 personnes assises sur un banc, et quand j'arrive en tant que médecin, je peux définir que je vais prendre cette personne et non l'autre. Alors que la personne que je prends était arrivée après. L'autre il sera mécontent. Toujours. Mais c'est parce que l'urgence, c'est le médecin qui définit l'urgence. Okay? Et c'est quoi l'urgence finalement? Ça dépend de la situation. C'est-à-dire que vous le regardez, quand vous avez un flot de malades qui arrive, il faut savoir faire le tri pour dire que je commence par celui-ci, après je vais prendre cela. Vous voyez, donc cette définition, la population n'a toujours pas ça, si bien que pour eux, on est négligé quand on arrive à l'hôpital, etc. Mais souvent, on est débordé aussi. Ça, c'est des choses qui arrivent. Mais d'une manière générale, il faudrait que l'on commence à fréquenter les centres de soins intégrés. Et puis, il y a aussi un problème culturel. C'est l'éducation, c'est la communication. On aime aller d'abord à l'église. Ça, ou voilà. soit chez les charlatans. Oui, je crois qu'à ce niveau, nous sommes là au niveau communautaire. Nous devons également, oui, mettre l'accent sur la santé communautaire. Parce que dans nos communautés, devant un moindre bobo, on commence d'abord par l'église, tout en sachant que le temps passe, on perd le temps. On va chez le charlatan. Nous avons une mortalité élevée chez les enfants. Pourquoi? Parce que très souvent, même les mères gardent les enfants, soit à la maison d'abord pour faire l'automédication. Et quand ça ne marche pas, on va d'abord à l'église parce que le pasteur doit bénir. Et ensuite, on va chercher à aller à l'hôpital. Vous voyez, tout ce temps que l'on perd suffit pour qu'un enfant fasse une crise et en meure. Donc, il y a un travail à faire, effectivement, au niveau communautaire, pour que les gens puissent aller dans les centres de santé le plus proche de leur localité. Mais c'est un travail qui se fait et nous nous attelons. Mais il y a également la vente des produits Chialina, les produits Chialina. Oui, ce sont des faux par produits. rapport au coût de la vie, les citoyens préfèrent aller chez les manganguistes, comme on les appelle. Oui, parce que quand les citoyens arrivent dans les pharmacies, ils disent que c'est trop cher. Les produits coûtent tellement trop cher dans les pharmacies. Le gouvernement, vous voyez, il faudrait savoir que le gouvernement aujourd'hui a mis en place une centrale d'achat qui est la CAMEPS, qui a le devoir d'acheter des produits génériques. Les produits dont vous citez sont des génériques. Et ces génériques, nous les trouvons au niveau de la CAMEPS. Et il est demandé donc, justement, c'est pourquoi on revient sur les CSI. Parce qu'en amont, on ne pouvait pas arrêter puisque ça quitte l'Inde. On connaît les laboratoires. L'OMS pouvait prendre déjà le devant. Mais là, les frontières sont perméables. Au lieu d'arrêter en amont, le laboratoire est connu. Je ne sais pas si c'est en Inde, ça quitte en Inde. Bon. Donc, voilà pourquoi ce phénomène-là d'éradiquer, de mettre fin aux produits de la rue, là, ne peut pas finir. Parce que le laboratoire continue à en fabriquer là-bas. On en voit chez nous en Afrique. Ce phénomène peut finir. Si aujourd'hui, au niveau des centres de santé intégrés, on retrouve, qu'est-ce qu'on achète dans les rues? C'est du paracétamol, c'est de l'ibuprofène. Mais ces médicaments, on peut les trouver. C'est l'ibuprofène. L'ibuprofène. Okay. Oui, je parle en termes de générique. Il y a même un professeur, je veux taire le nom, il m'a dit qu'il n'y a aucun produit dans la pharmacie, les douleurs qui dépassent Ibucap. Bon. Ça, vous voyez, on est au niveau des médecins. Bon, moi, je me dis, non, il n'y a aucun produit de douleur dans la pharmacie qui dépasse le produit. Je crois que le ministre de la Santé, M. Moukokis, ça tel à déjà ça renforcer. Crée un doute dans mon cerveau. Non, il ne faut pas raisonner comme ça. Je crois que le ministre s'attelle à renforcer les activités de la CAMEPS pour que les produits, les génériques, dont on parle, se retrouve partout dans tous les CSI, dans tous les districts sanitaires. Ça permet donc à la population d'accéder à des produits de bonne qualité et à moindre coût. Les actions se font dans ce sens.
Maintenant, comme on dit quelque part, la loi est faite pour être contournée. Vous aurez toujours des agents véreux qui achètent ces produits qui sont vendus dans les coins de rue, dans les quartiers. Avec 100 francs, on peut acheter une plaquette. Bon. Mais on retrouve même les produits de la pharmacie là-bas, chez les Banamanganga. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils gagnent en différence. Mais tout est produit pharmaceutique, hein, même ceux dont vous citez. Les produits Chalina. Là. Ben, c'est pharmaceutique. Mais quelles sont les conséquences justement de ces produits je pense Chalina, non? Oui, non, le problème, fâcheuses je ne sais pas si c'est santé. tellement Chalina qui pose problème. Le problème, c'est quand vous achetez un produit, il faut savoir le conserver. Voilà. Comment est-ce que ces produits sont conservés? Est-ce qu'il y a des conditionnalités pour les médicaments? Un médicament ne se place pas dans un coin de la maison pour être vendu tous les jours. Hein, je crois que le problème, c'est surtout celui-là. Même dans nos pharmacies, actuellement, je crois que l'inspection passe pour regarder ces pharmacies. Est-ce qu'ils respectent les normes pour les produits qu'ils vendent, hein? Le problème du médicament dans la rue, c'est ça. C'est-à-dire que la température doit être... C'est pas conservé. Et pour vous, pour le consommateur, est-ce qu'il paye les impôts? Est-ce qu'il paye, etc. On ne sait rien. La source, parce qu'un médicament pour être vendu, la vente des médicaments est réglementée. Est-ce qu'ils ont l'autorisation de pouvoir vendre ces médicaments, etc. C'est un peu tout ça. Mais du point de vue des textes, du point de vue réglementaire, tout est réglementé. Hein. Maintenant, il y a des gens qui passent sous le maillet pour pouvoir faire ce qu'ils font. Bon, ça, c'est maintenant la répression. Médecine traditionnelle, là. Ouais. Est-ce qu'elle est vraiment... Bon, moi, en tant que réglementée, en tant que médecin, en tant qu'Africain, je ne peux pas freiner la médecine traditionnelle. D'ailleurs, j'ai assisté à quelques congrès où on a vanté un peu ses mérites. Vous savez, la plupart des produits que nous Combien consommons... même ils ont été incapables de nous trouver quand même le produit contre le coronavirus. Hein. Contre la Covid-19. Je ne sais pas qui a trouvé les médicaments. On n'en a pas trouvé de toute façon jusqu'à la fin. Mais on a quand même trouvé le vaccin. mais oui, le vaccin. La médecine, nos tisanes... n'ont rien fait jusque-là. Oui, mais parce que parfois les populations préfèrent aller là-bas. Parfois, il y a également des gens qui leur trompent. Mais vous savez, il y a des gens qui partent prendre même la mort en consommant n'importe. Non, je voudrais dire ceci. Oui, les médicaments que nous utilisons sont issus des plantes. Près de la moitié des médicaments que nous utilisons. Donc, l'artésinine que nous utilisons, hein, c'est une plante. C'est une plante, oui. L'artésiane. Okay? L'artésiane. Le problème maintenant, c'est une plante brute ne peut pas donner un médicament. Il faut traiter cette plante. Si vous prenez une feuille de cette plante d'artésiana, là, vous n'allez pas soigner votre palu. Mais si je prends cette plante, je la traite pour tirer la substance chimique de base qu'il faut et que je mets quelque part, je le rends ce produit propre maintenant pour traiter. Vous voyez? Donc, en tant que médecin, nous n'allons pas freiner la médecine traditionnelle. D'ailleurs, l'OMS encourage qu'on fasse la médecine traditionnelle. Mais le problème, c'est maintenant que ceux qui font cette médecine, il faut qu'ils s'entourent aussi de certaines compétences. Hein, ne pas trouver un médicament qui traite tout à la fois, machin, tout ça, ça pose problème. Et ils ne se confient pas à nous. Ceux qui font la médecine traditionnelle n'ont pas de langage. Moi, je dis souvent aux gens qui viennent me voir pour me dire « j'ai un médicament qui soigne le diabète ». Je lui dis « bon, le diabète au lingala, c'est quoi ?» Vous voyez? Pour vous, le diabète, c'est quoi? J'ai même vu un produit dans la pharmacie, Tetra Manga, on me dit que ça quitte la cité. Oui, Tetra. Et on place dans la pharmacie. Oui, Tetra est un produit fait par un chercheur congolais il y a très longtemps, qui a été étudié en France. Attention, ce produit a été étudié. Mais bon, peut-être qu'on n'a pas fait la promotion de ce produit qui aussi traitait un peu trop de choses à la fois. Vous savez, quand c'est comme ça, on dit finalement ça ne traite rien. Donc, ça a été un produit qui a été étudié. Nous devons encourager la médecine traditionnelle. Dans ce qui se fait. Non, nous devons encourager la médecine traditionnelle. Oui. Nous devons l'encourager. Il faut encourager, mais il faut également la réglementer. La réglementer, l'encadrer. La réglementer, ça sera ne pas plus exagérer mieux. les doses et les quantités. Oui, parce que les doses, ils ne maîtrisent pas. On peut te remplir 2 litres de tisane, tu vas en consommer parfois. Quand il n'y a pas de réglementation, ça pose problème. Il faudrait que le malade soit bien édifié. Okay. Alors, professeur Monabeka, nous parlons de la santé, Journée mondiale de la santé. Parlerait-on de l'offre de santé lorsqu'il manque des réactifs quelquefois, on ne va pas dire tout le temps, quelquefois dans les laboratoires et l'oxygène dans les services de réanimation de nos hôpitaux?
Vous savez, s'il manque des réactifs dans les laboratoires, c'est dans les laboratoires publics. Je n'ai pas encore vu un laboratoire privé fermer son laboratoire parce qu'il n'a pas de réactifs. Ça veut dire qu'il y a un problème de gestion de ces réactifs dans nos structures. C'est la même chose quand on voit, on a parlé des scanners, etc. Je crois qu'il y a un problème de gestion au niveau public qui fait que ces laboratoires n'arrivent pas à refaire leur stock de réactifs et que très rapidement, ils soient en rupture. Okay? Moi, je pense que c'est ça. Hein. Il y a peut-être d'autres phénomènes que je ne vais pas évoquer ici. Hein. Vous savez, il y a l'exclusivité de certains opérateurs économiques par rapport à ces réactifs qui font que les structures publiques doivent à ces opérateurs économiques qui refusent donc de fournir ces réactifs puisque le système est ce qu'il est. Mais en somme, si vous allez dans un laboratoire privé faire une glycémie, la glycémie vous coûtera 4 500. 4 500 francs, oui, ça va vous coûter 4 500. Si vous allez dans les structures publiques, la glycémie va vous coûter 2 000 francs CFA. Donc tout le monde aura tendance à aller vers là où ça coûte 2 500. Mais 2 000 francs. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que les appareils, les réactifs, etc., sont achetés chez le même fournisseur. Donc le prix de revient pour le privé va faire qu'en faisant à 4 500, ben, il va se retrouver. À l'hôpital qui fait à 2 000 francs, mais il est en train de se perdre puisqu'il fait de la glycémie à perte. Vous voyez? Donc rapidement, le système public va s'écrouler. Pendant ce temps, le système privé tient un peu sa tête hors de l'eau. Il y a aussi l'homme au centre, parce qu'un problème de gestion, c'est l'homme aussi qui doit être sain dans ses comportements. L'homme est partout. Il y a des problèmes qui sont décriés dans les hôpitaux, les détournements de malades, et les professeurs, des dignitaires de santé, des docteurs qui ont des cabinets ici et là, qui détournent les malades des hôpitaux publics, mais ce qui crée aussi, je pense, un manque à gagner en ce qui concerne la recette finalement. Peut-être en partie. N'oublions pas que, Monsieur le Président, le patient a le choix de choisir son médecin. Le patient a le choix d'aller voir son médecin là où il veut. Le problème, c'est la loi qui dit si un médecin est dans le public, il ne doit pas faire le privé. C'est ça qu'il faut condamner. Mais que le malade aille voir un médecin dans le privé, ce n'est pas condamnable. Okay? Mais on doit condamner ce médecin qui est dans le secteur public, qui exerce en même temps dans le privé. C'est ça qu'il faut condamner. À la retraite, il peut exercer. Ah, mais bien sûr. Hein? Donc, le malade a le choix, parce que la consultation privée, c'est une consultation qui commence très facilement. Vous êtes chez vous, vous êtes médecin, les dimanches, vous ne travaillez pas, vous êtes chez vous, et puis voilà que le monsieur qui est en face vient vous voir pour dire j'ai de la fièvre. Dès le moment où vous commencez à le soigner, vous faites du privé. Et vous avez commencé à faire le privé là. Vous voyez, vous n'allez pas dire à ce patient qui est en face, à votre voisin d'en face, non, allez à l'hôpital, je ne vous touche pas, etc. C'est non-assistance en personne en danger. Vous voyez? Donc tout cela, ça demande une certaine réglementation pour qu'on puisse arranger cela. Vous savez, aujourd'hui, vous avez parlé des infractions sanitaires. Tout le monde veut aller au Maroc. OK? Mais au Maroc, les médecins qui sont dans le secteur privé, ce sont des médecins qui ont travaillé dans le public, qui ont fini leur engagement décennal après 10 ans et qui sont sortis du milieu public pour dire « je m'installe ». Vous voyez? Et ils ont de quoi travailler puisqu'il y a l'assurance, les malades vont venir. Okay? Mais chez nous, on n'a pas encore cette culture. Quand on a la fonction publique, on y reste jusqu'à la retraite. Mais ce qui fait que le soir, l'après-midi, le médecin qui est chez lui, il va ouvrir un petit coin chez lui pour recevoir quelques malades, etc., sans toujours détourner. Quelquefois même, il faut savoir qu'en matière de médecins spécialistes, nous ne sommes pas très, très nombreux. Quelquefois même, on est débordé à l'hôpital. Moi, je vois des médecins à l'hôpital qui consultent 50 malades. C'est affreux. On ne doit en considérer que 10, à la rigueur 15 par jour. Hein. Dès le moment où tu commences à consulter 30 malades, je suis sûr que le cerveau devient un peu saturé. Hein. On peut faire des bêtises à ce moment-là.
Alors, nous allons revenir, parce que cette journée nous a donné l'occasion justement de pouvoir un peu déblayer ce terrain de la santé. C'est très sensible. Les questions de santé nous concernent tous. Tout le monde tombe malade et un peuple malade ne peut pas produire. Et donc, pour se développer dans un pays, il faut être en bonne santé. Alors, nous célébrons la journée mondiale de la santé. Notre planète, notre santé, c'est vraiment lié à l'environnement. Quel est le message, professeur Monabeka, que vous pouvez donner aux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment je crois que à la journée, merci Madame Métois. Je crois que le ministre de la Santé, M. Mokoki, l'a dit. Aujourd'hui, il y a 3 déterminants par rapport à l'environnement. Il y a l'air, il y a l'eau, il y a la nourriture. L'air, nous l'avons décrié, nous sommes encore quelque peu protégés en Afrique subsaharienne à cause des forêts par rapport à l'air qui n'est pas très pollué. Mais si nous le faisons garde, très rapidement, nous aurons de l'air pollué et nous aurons à décrire ces maladies liées à l'atmosphère, notamment les maladies respiratoires, etc. Ça va aller en augmentant. L'eau, vous voyez ce qui se passe dans nos phénomènes, l'eau qui ne coule pas dans nos robinets, fait qu'on met de l'eau dans les bidons, on les conserve comme on peut, on achète de l'eau, que tout le monde n'a pas le pouvoir d'achat pour acheter de l'eau minérale hein, au niveau des marchés. Cette eau que l'on doit donner à la population doit être salubre. Sinon, on expose tout le monde à des maladies, surtout les enfants. On a encore une recrudescence des maladies diarrhéiques dans beaucoup de parties du monde, du fait que les enfants sont en train de consommer de l'eau insalubre. Hein, donc, voilà encore un problème. Donc, les gouvernements ont intérêt donc, à donner de l'eau salubre à la population. Là, nous parlons de la ville, hein, même en campagne, dans zones rurales, où les personnes boivent de l'eau de rivière, c'est pas bon, c'est pas sain, c'est pas salubre. L'eau, même au niveau des villages, doit être de l'eau pure, de l'eau, soit de l'eau de source, soit de l'eau. Il faut la bouillir ou bien... J'en sais rien, mais bouillir après, parce qu'on perd beaucoup de choses, il faut encore remuer après. Mais en fait, il faut qu'on amène de l'eau propre. Il y a eu cette opération d'eau pour tous que tout le monde a admirée. Mais nous avons été nous-mêmes les propres destructeurs de cette eau pour tous, puisqu'on a volé tous les panneaux solaires. On fait tout le long de la route. Vous ne voyez plus ces panneaux solaires. Hein, tout est déblayé. Mais j'en ai vu dans un village, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une tournée. Ekwasende, je ne sais pas si vous connaissez, c'est vers Abala. Mais j'étais vraiment agréablement surpris de voir que ça fonctionnait. Ils ont de l'eau, mais... Si bien que le chef de centre me dit non, nous on n'a pas de diarrhée ici, parce que les gens utilisent cette eau souterraine. Potable. Oui, mais l'eau souterraine. Vous voyez, c'est le truc vert, jaune, rouge qu'on a mis un peu partout, oui, là, l'eau pour tous. Effectivement. Hein? Et ça a vraiment baissé le nombre de diarrhée dans les villages. Dans les villages. OK. Il y a la nourriture. La nourriture pose problème puisque nous n'avons pas une agriculture très développée. Nous consommons donc les surgelés, les congelés. Je vois comment c'est transporté dans la ville, dans les voitures. La chaîne de froid n'est pas du tout respectée. Non. OK. Et même quand c'est respecté, quand ça arrive à la maison, avec ces coupures d'électricité qu'on a tous les jours, donc nous sommes en train de conserver une nourriture qui devient à un moment donné impropre à la consommation. Ça, c'est la nourriture. Et les boissons. Aujourd'hui, tout le monde est sur les boissons sucrées, etc. On voit maintenant l'obésité se développer chez les enfants qui ne boivent que coca, machin, tout ça là. Je crois que des actions doivent être faites et je répète ce que je vois dans les écoles. Vous allez dans les écoles, vous regardez ce que les enfants mangent, ce qu'on propose aux enfants dans les écoles, hein, les pains avec haricots, hein, des choses pas possibles. Voilà. Mais c'est impropre à la consommation. C'est vraiment impropre à la consommation. Vous voyez? Il y a mais des tout tumbas, cela, vous l'avez dit oui, déjà. les tumbas, etc. Mais c'est parce que l'offre aussi de la nourriture n'est pas aussi importante. Si nous développons notre agriculture, voilà, on dépasse la santé. Si nous développons l'agriculture... Mais c'est entremêlé, toutes ces questions. Si nous développons l'agriculture, si on a de quoi acheter la viande fraîche, comme dans certains pays d'Afrique centrale, qui ne consomment que du frais,
eh bien, on va contribuer à l'amélioration de la santé de notre population. Si on boit de l'eau saine, on va contribuer à l'amélioration de la population. Si on évite de polluer l'air, en tout cas, nous aurons sauvé notre planète Terre et nous aurons une santé assez fiable. Je ne dis pas qu'on sera à l'abri de toutes les maladies, mais on va réduire la morbidité de la population. On va rallonger notre espérance de vie. Oui, on va rallonger. Ça, c'est la communication. Maintenant, les décisions vont au-delà du ministère de la Santé. La décision, c'est à tous les niveaux, au niveau gouvernemental. C'est une synergie. Il faut une réglementation, voilà. il faut que à la SNDE, donc il faudrait que le ministère à ce niveau-là travaille. L'énergie, il faut que ça travaille partout. Sinon, nous allons continuer à venir parler de la santé, alors que l'environnement est vraiment pollué et il restera tant qu'on n'aura pas fait des actions correctives. Oui, il faudrait que tout le monde prenne conscience. Des actions, en tout cas, concertées. Oui. Et justement, M. Malonga, vous avez suivi cette exhortation à la prise de conscience oui, effectivement. De notre population. Oui, il faudrait que la oui. population doit faire un effort pour garder son environnement sain. Les parcelles doivent être propres, assainir partout, mettre de l'ordre même dans les latrines, puisqu'il y a même les désinfections. Parce que pour que l'environnement soit sain, il faut que tous ces secteurs-là soient bien gardés. Parce qu'aujourd'hui, vous allez trouver devant les parcelles des gens, il y a de l'herbe. Il attend qu'il pour venir désherber, ce n'est pas l'État. Vous arrivez dans les latrines, ce n'est même pas désinfecté. Donc, il y a beaucoup de situations tout de l'État. Donc, il faudrait que les populations prennent conscience de garder leur environnement sain, puisque c'est un problème de tous. L'État a une part de responsabilité, l'individu aussi également a une part de responsabilité. Parce que ce n'est pas l'État qui viendra désinfecter dans tes toilettes, c'est toi-même qui dois mettre tout le temps des javel et puis pour rendre un peu ton environnement sain. Et la société civile a une grande part de responsabilité. Oui, la société civile a une grande part de responsabilité. C'est un problème d'éducation. La société civile conscientiser éduquer la population, leur demander, parce que la répétition est la mère des sciences à tout moment, pour qu'elle se réveille à tout moment, que la population prenne conscience. Ok, bon, mais nous vous donnons à chacun un mot pour la conclusion de notre entretien. Nous commençons justement par M. Malonga et pour terminer par le professeur Monabeka. Oui, aujourd'hui c'est la journée, c'est la célébration de la journée mondiale de la santé. Donc ici, il faudrait que les populations prennent confiance, comme je l'ai dit précédemment, de garder son environnement sain. Parce qu'aujourd'hui, quand l'environnement n'est pas sain, tu ne peux pas être également en bonne santé. Parce que le microbe, c'est dans l'air, tu ne vas pas le voir. Hein. Quand tu arrives là-bas, c'est pollué, vous arrivez, les latrines sont à côté, c'est comme ce que je vois dans certaines boulangeries, les latrines sont là, et là on fabrique du pain, donc il y a beaucoup de choses. Donc au niveau aussi des ménages, les enfants doivent être conscientisés par les tuteurs. Il faut toujours apprendre à l'enfant à connaître les règles d'hygiène. Parce qu'aujourd'hui, quand ton enfant, tu ne l'éduques pas, il ira manger quelque chose sans laver les mains. Moi, avant même la Covid, chaque heure, chaque moment, je lavais les mains. Même quand on avait pris des mesures, ma maman me disait toujours, on a fait ça que pour lui. Parce que lui, à tout moment, pour toucher quelque chose, mettre dans la bouche, il doit nettoyer les mains. Pour moi, c'était une habitude depuis la naissance. Mais parce que les parents m'avaient déjà appris comme ça. Mais nous également, on doit faire un travail d'éducation aux enfants, à nos femmes, d'être plus propres pour que l'environnement soit toujours gardé sain. Voilà. C'est bien compris. Professeur Monabeka, pour terminer. Madame, je crois que je ne dirai pas plus que ce qu'a dit M. Gilbert Mokoki, notre ministre de la Santé, dans ce sens où, pour la population, pour nous, pour rester vraiment au niveau de notre pays, c'est respecter les directives qui sont données par le gouvernement. On a des journées de salubrité, on a des journées de l'arbre, on a ces journées, on a, comme vous venez de le dire, Monsieur le Président, la propreté chez soi, individuellement. On est surpris de voir qu'il y a des moustiques, mais on ne se demande pas pourquoi il y a des moustiques.
Vous voyez, s'il y a des moustiques, il y a une cause. Ok. Donc, je crois que si individuellement nous commençons à prendre On préfère mettre un accent sur un peu les insecticides dans les maisons, plutôt que d'assainir. Sans savoir que ces insecticides polluent l'air. Vous voyez, donc c'est un grand problème. Le ministre l'a dit, nous devons prendre des initiatives ou appliquer les initiatives vraiment citoyennes pour préserver l'environnement. C'est très très important. Ce n'est pas seulement valable pour nous aujourd'hui. Préserver l'environnement a un impact pour l'avenir, pour nos enfants. C'est le développement durable. Vraiment, il y aura un impact pour l'avenir. Et donc, que ce soit chez nous individuellement, dans nos villes, dans nos villages, dans nos quartiers, nous devons tous œuvrer pour que notre environnement soit sain. Ce n'est que comme ça que nous pourrons non seulement léguer à l'avenir aux enfants une planète saine, mais nous-mêmes également, nous pourrons vivre un peu plus longtemps que prévu. Et même dans nos habitudes de construction, je pense que de temps en temps, il ne faut pas qu'il n'y ait que du béton partout. Oui, il faut planter des arbres, il faut faire le planting. Vous savez, si aujourd'hui, chacun, comme le veut le président de la République, si le jour de la construction de l'arbre, chacun de nous plantait un seul arbre, imaginez combien d'arbres nous aurons en 10 ans. Vous voyez, c'est des choses qui paraissent simples, mais et pourtant c'est très profond. Planter un arbre, c'est profond. C'est vraiment préserver la planète, c'est sauver la vie quand on plante un arbre. Et si on en plante 10, c'est encore plus. Vous voyez, c'est des petits slogans. Peut-être que les gens ne prennent pas conscience de cela, mais c'est très très important. Faire le planting, c'est une bonne action. Et mettre la propreté chez soi, c'est une bonne action. Et nous serons certainement à l'abri des maladies. Voilà. Merci. Nous sommes à la fin de notre entretien, ce débat porté sur priorité santé dans un contexte de célébration de la journée mondiale de la santé le 7 avril dernier sous le thème « Notre planète, notre santé ». Et puis, nous en avons évoqué avec nos invités à ma droite le professeur Henri Germain Monabika, directeur général des soins et services de santé, endocrinologue, diabétologue, enseignant-chercheur à l'université Marien-Ngouabi. Nous étions avec, à ma gauche, M. Eric Malonga, président national de l'Association congolaise des consommateurs, expert en gestion des ressources humaines. Nous vous remercions d'être venus sur ce plateau. Nous remercions toute l'équipe technique. Également, nous disons un merci à nos téléspectateurs et nous vous retrouvons à une autre occasion. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, madame. Merci.